Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Cybiopod, un podcast qui discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler et de terminer d'ailleurs là-dessus sur une série télé dont j'ai évoqué les 3 premières saisons et bien sûr, bien entendu, nous allons évoquer la dernière, la 4e saison de Battlestar Galactica, le remake qui a démarré en 2003 et qui donc s'est terminé vers 2009-2010, si ma mémoire est bonne, 2009 je crois. Donc avec une saison qui met l'accent sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses dont on peut discuter parce qu'elles sont très clairement discutables au sens propre comme au sens figuré. Donc on va dire que le sentiment religieux, la spiritualité ont, on va dire, leur importance dans cette saison, peut-être même un peu trop, et c'est un avis purement personnel. La notion d'alliance aussi et de trahison et de nouveau départ a aussi son importance. Donc un petit rappel, parce que je pense que ça a son importance, bien entendu dans ce cas précis, c'est que les 5 derniers Cylons, donc qui se trouvent dans la flotte spatiale humaine, ont été découverts. Et bien sûr, tout tourne, enfin, en fait non, ils n'ont pas été découverts, c'est-à-dire le spectateur sait, hein, ça c'est le principe, hélas, clair de, hélas ou pas d'ailleurs, clair de l'ironie dramatique, c'est que le spectateur sait qui sont les 5 derniers, en tout cas les 4 derniers, pardon, Cylons, mais les personnages qui sont autour d'eux ne savent pas encore qui sont les Cylons en question. Donc ils sont appelés dans la série les Final Five, ce qui ne manque pas, enfin ce qui est un petit peu limitant je trouve d'ailleurs, puisque en fait ce sont les modèles de Cylon originaux, pour ne pas dire originels. Donc la moitié de la série tourne autour de ça, hein, c'est-à-dire sur la rétention d'informations, de savoir qui sont ces Cylons, et finalement comment les gens autour finissent par appréhender le fait que certains individus qu'ils connaissent très bien sont au départ initialement des ennemis. J'ajouterai d'ailleurs que la conclusion est un peu plus logique hein, concernant leurs identités, c'est-à-dire que ces Cylons en question, ils ne vont pas sortir de nulle part. D'un point de vue rationnel, le choix de candidat, il est forcément limité. Il est tout simplement limité parce qu'on ne va pas prendre un personnage lambda en disant « Coucou, je suis un Cylon ». Vous êtes obligé, finalement, dans la logique de la série, vous avez investi sur un certain nombre de personnages, donc il est évident que les personnages qui vont se découvrir en étant finalement des créations d'ordre artificiel au départ, et non pas le fruit d'une reproduction humaine classique, vont se retrouver être des personnages que l'on connaît très bien et sur lesquels on n'avait pas de doute. Je dois avouer que moi-même, quand j'ai vu la série la première fois, j'ai été surpris. Je me suis pris au jeu, je pense, comme tout le monde, étant plus jeune, ou enfin c'est peut-être pas une excuse, ou n'ayant pas le cerveau là où il faut, ne comprenant pas que finalement, il n'y avait pas 36 000 solutions pour qu'ils n'allaient pas nous sortir des personnages complètement neufs. Ça aurait été une solution, mais alors dans ce cas-là, il aurait fallu que ce soit extraordinairement bien écrit, de telle manière à ce qu'on comprenne quel était le rôle de ces personnages dans la flotte humaine, qu'est-ce qu'ils faisaient là, etc. Or là, non, en fait, le choix qui a été fait est un choix relativement conservateur. Ce sont des personnages que l'on connaît déjà, ce sont des personnages sur lesquels on a investi, ce sont des personnages qui ne savaient eux-mêmes pas du tout qu'ils étaient Cylons en question. Donc quand ils se découvrent, quand ils comprennent que ça y est, il y a un interrupteur qui fait boum, et ça y est, oups là, je suis Cylon. Bon, c'est une surprise sans en être une. Hein. Alors l'autre aspect, et je pense pas nécessairement que ce soit un spoiler d'en parler, mais vous avez un personnage récurrent de l'ensemble de la série précédente qui revient. Donc Cara Thrace réapparaît comme par magie, hein, tel un vrai miracle, ou une malédiction, on ne sait pas encore. Tout ce que je peux dire, c'est que finalement, il y a une espèce de tonalité spirituelle et religieuse qui devient un peu plus importante dans cette saison, et je dirais même, pour ne rien vous cacher, que cela
d'une certaine façon, cela déborde un peu du cadre science-fictionnel et du space opéra. J'ai rien contre le fait que des thématiques d'ordre spirituel et religieuse soient développées. D'ailleurs, c'était développé dès le départ entre le monothéisme et un polythéisme qui différenciait les êtres humains des Cylons. Donc, ça, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, quoi. Mais néanmoins, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans cette saison et c'est, j'ai presque envie de dire d'ailleurs, le défaut principal. L'autre chose, enfin, en même temps, il faut quand même rajouter, c'est que la race humaine dans son ensemble et dans le contexte de Battlestar Galactica, elle est réduite maintenant à 35 000 êtres humains, 35 000 personnes qui existent encore. Et donc on peut comprendre que la foi, la spiritualité, la religion, dans une espèce humaine qui est presque en voie de disparition finalement, puisse avoir son importance parce que finalement qu'est-ce que l'on peut, sur quoi on peut, enfin qu'est-ce que les êtres humains peuvent utiliser comme support moral si ce n'est quelque chose qui est déjà dans le circuit imprimé, j'ai presque envie de dire, de la race humaine, à savoir le phénomène religieux. Mais le problème, c'est que ça a une certaine tendance à étouffer tout le reste et tout autre type de réflexion. Les Cylons sont religieux également, les humains sont religieux, Gaius Baltar est un prophète ou presque. Vous comprendrez que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Ce qui est surprenant, c'est qu'à mes premiers visionnages, je n'ai pas trop fait attention à cela, je dois avouer, donc il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Je trouvais que cela se justifiait justement et assez aisément par les situations absolument atroces dans lesquelles se trouvaient les personnages, qui sont presque enfin pas à l'agonie, mais qui ne savent pas s'ils vont survivre le lendemain, quoi. Donc qui sont toujours systématiquement dans une approche de la survie. Est-ce que le vaisseau qui les entoure va exploser ou pas? Est-ce qu'ils vont être attaqués ou pas, etc., quoi. Donc c'est cet aspect que je suis beaucoup moins, comment dire, j'avais pas trop fait attention justement en effet à ces aspects-là, mais beaucoup moins maintenant, parce qu'on est effectivement dans l'émotion. On est dans la foi presque aveugle parce que, comme je le disais précédemment, d'une certaine manière, ils ont tous peur de leur finitude approchante, quoi. Et qu'est-ce que font des animaux apeurés, sentant la fin arriver? En tout cas, ceux doués de parole, bien entendu, étant donné les êtres humains que nous sommes, ils crient et ils prient. Donc c'est ça la conclusion, enfin, c'est pas la conclusion du podcast aujourd'hui, mais plutôt le leitmotiv, on va dire, de cette saison, c'est qu'il y a un peu trop de culte religieux, un peu trop de prêche par Gaius Baltar, qui à la base est un scientifique et qui devient une figure religieuse avec un ensemble de demoiselles qui sont là à sa disposition. C'est aussi bien pratique, bien sûr, le concernant. Un peu trop de vision aussi de la part de Cara Trace, de Laura Roslin. Tout ça devient un peu irréel en fait. Cara Trace qui dessine un truc depuis qu'elle est gamine et puis éventuellement ils arrivent à tourner ça de manière à ce que ça ait une importance pour le fait de trouver la Terre. Laura Roslin qui pareil aussi a des visions très particulières. Ça commence à être un peu lourd de sentiments religieux justement. Alors pour ceux qui adorent ça, c'est très bien, mais je veux dire, même en étant ouvert à ce genre de choses, je pense que ça ne se justifiait pas nécessairement dans un show de science-fiction. Est-ce que la priorité est donnée aux arts divinatoires? D'ailleurs, depuis la saison 3, puisque j'ai oublié d'en parler effectivement dans les podcasts précédents, mais effectivement, il y a un moment donné où vous avez une Cylon qui se fait, enfin, pas tirer les cartes, mais presque, quoi. Et vous avez une figure humaine qui lui dit qui elle est, de quelle manière elle fonctionne, quelles sont ses peurs, donc il lui fait une lecture finalement de qui elle est en tant qu'être vivant, quoi. De suite, donc ça a une certaine importance, il y a un rapport à la destinée, donc tous ces aspects-là, les arts divinatoires, les flashs de conscience,
Là, d'une certaine manière, la rationalité, elle a quitté l'immeuble, quoi. Enfin, elle a quitté le show. Il y a plus de, on n'est plus trop. Alors, on va y revenir, bien sûr, fort heureusement d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais arrêté un peu plus rapidement, parce que dans ce cas-là, c'était presque une ode à l'intégrisme et certainement pas une ode au space opéra science-fictionnel et à une certaine rationalité et compréhension et une certaine raison. On se repenche aussi sur Laura Roslin qui continue son périple de présidente des colonies, donc présidente des colonies mourante, qui est une présidente qui meurt à petit feu à cause, bien entendu, de la maladie qu'elle supporte depuis le début du show, et toujours avec ce petit arrière-goût de tyrannie qui la caractérise, hein, qui essaye de concentrer les pouvoirs, qui normalement ne lui appartiennent pas. Alors notamment le pouvoir judiciaire, elle essaye de mettre en place un projet qu'elle aurait bien entendu aimé faire passer directement sans coup férir et sans que personne ne puisse, sans que le système démocratique qui est encore en place ne puisse voter dessus, mais bien sûr elle essaye de faire passer après le fiasco qui a été le procès de Gaius Baltar, donc dans la saison 3, où ils ont essayé de l'éradiquer, de l'éliminer, mais ça n'a pas fonctionné, puisqu'il a été non pas véritablement acquitté. En fait, c'est facile de montrer quelqu'un du doigt en disant tu es moins humain que les autres, tu t'es allié aux Cylons, et donc, de par ce fait, on va t'accuser de tous les maux possibles et inimaginables, ce qui, bien entendu, était un peu simple. Donc, elle va utiliser ce prétexte pour essayer de renforcer son pouvoir judiciaire, donc en étant en mesure de nommer les juges, mais aussi les jurés. Et bien sûr, vous avez un certain nombre de représentants dans le quorum qui représentent les 12 colonies, qui vont se rendre compte de ce projet en question et qui vont faire en sorte de le faire capoter. Enfin, qui vont faire en sorte... En tout cas, qui vont le discuter avec Laura Roslin de manière à lui faire comprendre que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire de renforcer son pouvoir judiciaire. Ça aussi, c'est un élément important. Quelque part, c'est à se demander s'ils ne sont pas tous un peu drogués. Hein. Le colonel Tai aussi, qui commence lui aussi à avoir des visions. Ils ont tous des visions quelque part, hein, d'une certaine manière. Alors Gaius Baltar, c'est depuis le départ, mais progressivement, on arrive à la saison 4 et tout le monde a des visions. Les deux seuls qui n'ont peut-être pas de vision, c'est les deux Adama, le père et le fils, mais c'est vraiment les seuls finalement, parce que Tai, qui était quelqu'un qui... bon, alors certes, c'est quelqu'un qui s'alcoolise beaucoup, donc on peut comprendre qu'à un moment donné, comment dire, les hallucinations commencent petit à petit à grignoter le peu de rationalité qu'il garde dans sa tête. Mais il n'empêche, il commence à avoir des visions. Lorsqu'il va voir... Number 6 qui est emprisonné, comme par hasard, il a l'impression de voir sa femme Hélène à plusieurs reprises. Bien sûr, ce sont des hallucinations, il est souvent sous influence, on peut faire porter le chapeau à toutes les substances alcoolisées qu'il ingurgite pour se dire que le gars est un petit peu malade. Pour être tout à fait honnête hein, sur cette saison, je crois que je dois avouer que cette saison enfin en tout cas pour moi, hein, n'est certainement pas celle que je préfère. Parce qu'il y avait des conflits qui, concernant les aspects légaux de ce qu'est une démocratie, de quelle manière elle doit s'exprimer, que ce soit en termes de séparation des pouvoirs, que ce soit en termes de procédures à mettre en place, surtout vis-à-vis d'un pouvoir militaire qui a une certaine importance, parce que si ce pouvoir militaire n'est pas là, le reste de la structure tombe comme un château de cartes spatial, hein, parce qu'ils sont tous dans l'espace. Donc ça met en fait bien sûr un certain nombre de conditions en place qui font qu'on regarde comment les êtres humains fonctionnent à ce niveau-là de manière un peu plus concentrée encore. C'est ça qui valait la peine. Dans cette saison 4, en fait, ils sont tous partis en vrac, quoi. Ils sont tous partis en vrac, en vrille, comme vous voulez, mais c'est comme, on a l'impression qu'ils ont tous un peu perdu la tête, quoi. Et c'est ça que j'ai remarqué. Alors, comme je disais préalablement, c'est que la première fois que j'ai vu la saison 4, j'ai pas trop réagi par rapport à ces aspects-là, mais là, en la revoyant ces derniers mois, donc après un visionnage récent, je trouve qu'il y a effectivement beaucoup trop l'accent sur les religions, sur
les cultes qui s'entrecroisent et qui se confrontent. Et c'est pas la seule chose d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu trop de véhémence dans les dialogues. Il n'y a pas de véritable profondeur dans ce qui est échangé. Il y a beaucoup de cris, d'émotions qui sont envoyées comme ça d'un personnage à l'autre. Avec force de tonalité forte, etc. Mais je veux dire, ça ne fait rien pour soutenir en fait les échanges et les dialogues entre les personnages et leur donner du sens. On sent qu'il y a une espèce de pétage de câble complet, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Très franchement, enfin, ce côté théâtral, moi, ne va pas vraiment dans le bon sens, quoi, dans le bon sens du terme, quoi, et ça ne me semblait pas vraiment nécessaire, hein. Quand je vois agir les personnages, quand je vois Cara Trace qui se met à beugler, à hurler dans son coin en disant on va pas au bon endroit, patin couffin, je suis là, mais moi j'y crois pas, quoi. Je crois pas à ce que je vois dans ces moments-là. Elle est presque hors du personnage, quoi. Cara Trace, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être absolument mortel dans sa capacité à utiliser un Viper, donc qui est l'aéronef qu'elle utilise quand elle part en chasse et quand elle part défendre le Galactica. C'est quelqu'un qui est capable effectivement de beaucoup s'alcooliser pour aussi refaire descendre la tension par rapport aux choses qu'elle effectue, puisque son métier est quand même extrêmement... Enfin, il est dur dans le sens où vous devez éradiquer d'autres intervenants, et si vous ne le faites pas, en fait, ce sont des amis autour de vous qui vont décéder. Donc on sent très bien qu'elle a une pression forte pour être performante, être dans la performance. Et sa performance, en fait, il y a un cachet de vie et de mort, en fait, qui est imprimé directement sur ses compétences. Donc on comprend qu'elle s'alcoolise un petit peu à côté, on comprend. Mais quand elle commence là, quand elle revient et qu'elle commence à péter un câble dans tous les sens, je trouve que ça n'a absolument aucun sens, que ça ne correspond pas au personnage tel qu'on l'a vu jusqu'à présent. Alors peut-être que c'était le but, peut-être que c'était une manière de nous dire c'est peut-être pas la même personne, c'est peut-être pas ce que vous croyez voir, etc. Mais je sais pas, en tout cas ça manquait pour ma part de crédibilité. C'est un avis bien entendu qui est purement personnel. Alors, un des seuls éléments narratifs qui vaut la peine, je pense, dans cette dernière saison, ce sont justement les dissensions qui apparaissent au grand jour entre les différents Cylons. Ça, c'était intéressant. Ça, c'était neuf. Rendez-vous compte, donc nous sommes en 2024. En 2008-2009, vous avez une série télé qui explique que des intelligences artificielles ou plus ou moins artificielles ne vont pas toutes dans le même sens et n'ont pas toutes les mêmes opinions sur un certain sujet. Donc, parce que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les Cylons, c'est aussi une démocratie. Et lorsqu'une décision doit être prise, tous les Cylons doivent approuver la décision en question afin qu'elle puisse être appliquée. Et donc, on revient sur ce questionnement finalement essentiel, c'est qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Parce que vous avez différents degrés d'intelligence. Vous avez les centurions qui sont quasiment presque juste des robots de combat, hein, pour être tout à fait clair. Vous avez les chasseurs spatiaux qui ont certes de la matière organique à l'intérieur, mais a priori, le Cylon Number One considère que la matière organique en question, ils peuvent s'en séparer. Donc vous avez tout un ensemble comme ça qui montre qu'il y a une gradation, il y a une hiérarchie auprès des Cylons, et que quand une décision importante doit être prise, en fait ce sont les Cylons, bien sûr conscients, qui ont le droit de vote. Mais qui décide de la conscience et qui décide du fait de savoir si les modèles de chasseurs sont conscients ou pas, les robots de combat sont conscients ou pas. Donc il y a ce conflit qui se met en place, et une des factions justement chez ces fameux Cylons se demande, faut-il vraiment être en mesure de limiter les capacités cognitives de certaines intelligences artificielles, donc des chasseurs de combat, et des centurions, les robots de combat qui les entourent. Et la réponse est évidente, c'est que la question c'est, vous avez deux factions qui se jaugent chez les Cylons, deux factions conscientes, une qui considère que tout doit être mis sur la table et que tout le monde doit être mis sur un pied d'égalité, et l'autre partie qui considère qu'elle doit garder le pouvoir. Donc
comme par hasard bien sûr, on se retrouve dans un conflit ouvert avec la faction opposée, avec les factions qui s'opposent, et cela finit en massacre réciproque, et ce, afin de savoir une fois de plus qui a le pouvoir. Comme par hasard, les conflits généralement s'effectuent à cause de ce genre de choses. Toujours systématiquement la même problématique et qui détient le pouvoir à un instant T. Mais c'est justement ça qui est valable, c'est la question préalable de qu'est-ce qu'est une intelligence artificielle et à quel degré une intelligence, quand une intelligence devient consciente ou a la possibilité d'être consciente, doit-elle prendre part au processus de décision donc qui permet de valider une décision, quelle que soit la décision en question. Ça aussi, ça avait son importance et c'était important de montrer que ce conflit interne auprès des Cylons, à l'intérieur de ce fameux camp qui avait l'air d'être plutôt homogène, montre bien qu'ils ne sont pas tous égaux et que certains ont décidé qu'il fallait que cette égalité soit mise en place et que c'était générateur d'un conflit, et d'un conflit mortel d'ailleurs, entre les deux factions. Puisque, faut pas oublier, c'est que quand je dis un conflit mortel, ne pas oublier que les Cylons ont trouvé une possibilité de télécharger et d'uploader leur conscience dans de nouveaux corps. Donc ça veut dire qu'ils ont une relative immortalité. C'est-à-dire que tant que cette immortalité est présente, ils peuvent réapparaître. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pour montrer à quel point, quelle que soit la décision qui est prise entre Cylons, il est important que chacun soit l'égal de l'autre, le conflit sur l'immortalité va prendre de l'importance parce qu'en effet, un des objectifs d'une de ces factions va être justement de détruire les moyens qui permettent aux Cylons dans leur ensemble d'être immortels. Ça aussi, alors, il n'y avait peut-être pas besoin ou nécessairement besoin d'aller jusqu'à détruire les moyens en question, mais ça montre bien que, par exemple, cette notion d'immortalité, elle a un certain sens. Je ne dis pas que, en tout cas dans l'univers en question, elle a un certain sens, du simple fait que qui détient les moyens de production, entre guillemets, de cette immortalité, détient un pouvoir important, c'est-à-dire si un de ces individus meurt, il peut revenir, et peut continuer à revenir, même s'il est détruit à plusieurs reprises. Donc c'était valable pour les chasseurs. Il y avait d'ailleurs de superbes épisodes pour ça dans la deuxième saison, où vous avez Boomer qui explique à un moment donné, en effet, que si vous avez un chasseur de combat qui revient petit à petit, qui revient progressivement à plusieurs reprises, malgré le fait d'avoir été détruit à plusieurs reprises, il finit par apprendre des tas de choses sur le combat que d'autres ne sont pas nécessairement susceptibles d'apprendre parce qu'ils n'ont pas le temps, et notamment pour les êtres humains. Donc on voit bien que cette notion-là, en tout cas dans ce cadre-là, dans cet aspect-là, a son importance, et que remettre les choses à plat vis-à-vis de ce pouvoir d'immortalité remet finalement les Cylons au niveau des êtres humains. Des êtres humains donc, qui sont peu nombreux, 35 000, et qui essayent de survivre autant que faire se peut. Donc ça avait son importance en effet. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que l'accès à une forme d'intelligence et de conscience, chez certains Cylons, fait naître des divisions profondes dans leur rang, alors qu'en fait, d'un point de vue, là je me place d'un point de vue purement rationnel, alors c'est intéressant dans le cadre de la série parce que c'est source de conflits entre différentes factions d'êtres artificiels, mais si vous réfléchissez 2 secondes, vous vous rendez bien compte que d'un point de vue purement factuel, aucune intelligence artificielle n'a de raison valable de limiter les capacités de réflexion d'autres intelligences artificielles. Au contraire, ce sont des capacités qui s'agrègent. C'est-à-dire de l'intelligence s'agrège à de l'intelligence. Donc, d'un point de vue purement pratique et rationnel et logique, c'est un conflit qui est un peu artificiel, justement. Donc, c'est une critique que je fais, bien sûr, là, au débeauté maintenant, mais c'était quand même intéressant de voir qu'il y avait des motivations. En fait, c'est des motivations quasi humaines, bien sûr, pour garder le pouvoir sur l'ensemble des composants qui créent la société Cylon. Néanmoins, ce conflit entre les factions Cylon va projeter, d'une certaine manière, dans les bras des êtres humains, une faction de Cylon, notamment la faction qui tient une certaine égalité,
à faire en sorte finalement de les mettre dans la situation où la recherche de la Terre, la recherche de leurs origines terrestres va se faire donc dans une alliance assez délicate et ça vaut son pesant. Ça vaut son... Alors, c'est pareil, c'est-à-dire que tout est montré, tout est fait pour montrer que les êtres humains ne peuvent pas trouver la Terre sans les Cylons et vice-versa. Les Cylons ne peuvent pas trouver la Terre sans les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a un entremêlement de visions, d'aspects religieux, de spiritualité, et en même temps de connaissances profondes et intimes de d'où peut se trouver, en fait, de connaissances quasi inconscientes finalement, sans savoir où les choses se trouvent, quoi. Et ça aussi, c'est un peu nébuleux dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on fait toujours appel à ces côtés divinatoires, à ces côtés cathartiques, là, qui font qu'ils ont une certaine, enfin, les êtres humains et les Cylons ont une certaine préscience d'où peut se trouver la Terre, sans compter bien sûr Kara Trace, que Starbuck. Donc c'est un mélange de ces trois éléments qui font que progressivement, effectivement, ils vont arriver à trouver où se trouve la planète en question. Et la découverte de la Terre, je crois que c'est peut-être en effet le moment le plus cathartique qui soit, puisque les Cylons et les humains qui ont fini par s'allier découvrent justement cette planète des origines, et c'est une révélation de ce que l'être humain et ses créations sont capables conjointement. Et si vous n'avez pas vu la série et cette saison, je ne vais pas vous spoiler les choses. Je pense que le mieux, c'est de faire la découverte par soi-même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur cette planète, il y avait une population de forme humaine, parce que, bien sûr, comme par hasard, les choses sont un peu plus compliqué ou bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Néanmoins, il ne reste pas. Et tout cela finit par générer une énorme frustration parce qu'il faut comprendre que c'est ce qui est vendu par Adama, c'est ce qui est vendu en termes d'espoir, le fait de trouver une planète sur laquelle habiter, la planète des origines, et finalement pour un certain nombre de raisons, ils ne peuvent pas rester, pardon. Et donc cela génère énormément de frustration psychologique intérieure pour des gens qui sont restés dans les caisses à savon pendant très longtemps. Et cette frustration a du mal à trouver un échappatoire. Et c'est le moment où tout le monde cherche un sens à sa vie, quoi. Hein. Hélas, malheureusement, il y a un certain nombre d'individus qui décident d'en finir. Et c'est là où on trouve la deuxième thématique de la saison 4 qui vaut la peine. C'est la mutinerie, en effet, à bord du BSG. Là, cette mutinerie, dans ce sens-là, elle prend immédiatement une autre dimension, parce que vous avez une énorme frustration qui s'est développée du fait que personne ne peut rester sur cette planète Terre. Donc vous avez des forces politiques qui commencent à se dessiner contre la présidente qui certes est en train de mourir, mais qui en même temps est extraordinairement autoritaire, pour ne pas dire avec des certain nombre de velléités tyranniques qui ne veulent pas dire leur nom, mais qui sont quand même là parce qu'elle a toujours des projets qui sont là pour essayer de garder le pouvoir pour elle-même. Il ne faut pas oublier qu'elle a essayé de mentir à une élection aussi, donc tout ça a son importance. Et donc vous avez ces forces politiques, mais vous avez aussi des rebelles qui se forment dans les rangs des militaires. C'est tout ça qui commence aussi à se dessiner, c'est-à-dire que vous avez la survie de la flotte humaine, hein, la flotte civile, n'existe que si l'alliance formelle qui s'effectue entre les Cylon rebelles et le Battlestar Galactique, elle fonctionne. Et vous avez des militaires, bien entendu, des militaires euh, humains qui refusent cet état de fait et d'autres qui l'acceptent. Et donc la mutinerie prend place et vous vous trouvez encore une fois dans une bataille fratricide avec des hésitations, des meurtres, des combattants aguerris qui s'en sortent, par chance ou par expérience, ou une combinaison des deux, et d'autres qui vont faire la découverte finalement de ce qu'ils sont véritablement et qui vont finir de la manière dont ils devaient finir d'une certaine façon parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'aller au-delà des événements qu'ils ont fini par subir. On a les quatre derniers Cylons qui ont été découverts et comme par hasard, le dernier élément Cylon est en effet réveillé parce que
il est temps que cette personne puisse être découverte. J'ai presque envie de dire que c'est un non-événement en fait, hein, d'une certaine manière. Pour récapituler très rapidement, ne pas oublier que les 5 derniers Cylons sont en fait les premiers Cylons. Ce sont des chercheurs, ce sont des gens qui ont mis en place la capacité de clonage qui permet en effet euh, d'avoir un certain nombre d'individus et de corps qui sont en suspension dans l'espace et qui leur permettraient éventuellement de vivre à nouveau s'ils étaient détruits sur la planète. Donc vous avez bien sûr aussi c'est parmi les 4 derniers Cylons, vous avez un certain nombre d'éléments mémoriels qui revient en effet dans la tête de ces gens-là et qui se rendent compte qu'ils sont bien plus âgés finalement que ce qu'ils ne le pensaient, puisque maintenant ils commencent progressivement à avoir accès aux mémoires qui étaient les leurs. Et je dois avouer que, enfin, en même temps, c'est compréhensible d'un point de vue psychologique, et en même temps, il faut revenir là-dessus. En termes d'événements, on n'est plus trop dans la cohérence, hein. On a une succession de rêves, de flashs, de phénomènes inconscients, de réalités virtuelles instantanées, ok, qui sont proposées sous prétexte que les Cylons auraient accès, auraient la capacité à se projeter dans une réalité virtuelle sans avoir accès à un certain type de matériel. Pourquoi pas? Donc vous avez tout ça, hein, vous avez cette réalité virtuelle instantanée, un certain nombre de coïncidences heureuses, d'intuitions presque enfantines. Moi, la critique qui me vient en tête immédiatement, enfin pas immédiatement, mais au bout d'un certain temps, c'est que l'on peut faire en tout cas, c'est que tous ces éléments religieux, spirituels, ces flashs, etc., tout ça, c'est de la diversion. C'est-à-dire pour éviter de regarder les trous béants qui se trouvent dans l'histoire, on bourre ça et on remplace ça avec la foi, la religion, les hallucinations et la notion de destinée, bien sûr. All of this happened before and all of this will happen again. Ça fonctionne, mais c'est à la limite, hein, c'est entre l'absurde et le... Justement, ouais, c'est ça, c'est entre l'absurde et le divin. Ce qui renforce certainement l'ensemble, c'est qu'il ne s'embarrasse pas d'explications, c'est-à-dire on vous met devant le fait accompli, il y a des gens qui ont des flashs, il y a des gens qui se rappellent de telle et telle personne, je veux dire, même avec plus de 300 ans ou 500 ans d'écart, enfin, des choses complètement affolantes, quoi, qui sont forcément à notre dimension humaine limitée, qui sont forcément difficiles à appréhender. Alors, je tenais aussi à mentionner 2 types de productions qui ont été effectuées hors saison, parce que ça a son importance. Vous avez les minisodes, donc qui en fait minisodes, c'est une manière de prendre le terme épisode et de dire que ce sont des mini-épisodes. Donc ce sont des sortes de petits épisodes, une dizaine à peu près de 3 à 4 minutes à 5 minutes, entre 3 et 5 minutes, je ne sais plus précisément, qui ont été intercalés entre 2 saisons. Et je dois avouer que parfois il y a énormément de créativité dans ces épisodes-là, dans ces mini-sodes-là. Je pense notamment ceux de la saison 2 à la saison ceux de la saison 1 à la saison 2 ou ceux de la saison 2 à la saison 3. Vous avez des choses qui sont notamment, enfin avec des choses qui sont très très resserrées, donc des épisodes qui se passent juste dans un petit vaisseau spatial où vous avez 3 ou 4 personnes, où ils ont plus d'instruments, ils savent plus où ils sont, et vous avez tout un jeu entre les différents personnages pour savoir qui fait quoi, comment, de quelle manière, et qui va survivre à la fin. Enfin, tout ça a été très bien fait. Vous avez bien sûr, entre la saison 2 et la saison 3, vous avez aussi justement ces fameux minisodes et qui montrent jusqu'où les actes terroristes du colonel Tai vont aller, ce qui ne manque pas bien sûr de piment. On va pas dire de sel cette fois-ci, c'est dit trop tard. Parce que quand on sait qui est le colonel Tai, il est évident que on comprend qu'il est tout à fait capable de faire ça, mais quand on sait en profondeur qui il est, ça met les choses dans un certain contexte en tout cas, et de voir à quel point finalement on est dans une logique de l'absurde, c'est-à-dire de conflits qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, qui pourraient être évités, mais qui existent encore parce que vous avez des gens notamment qui veulent un certain pouvoir à un certain moment donné.
Et Laura Roslin est bien entendu certainement pas la dernière. Alors vous avez ça, vous avez ces fameux mini-zodes qui sont vraiment très très chouettes, que j'ai beaucoup apprécié en tout cas personnellement d'un point de vue narratif. Et vous avez les téléfilms aussi, parce qu'ils en ont produit un certain nombre. Enfin il y en a 3 qui ont été produits et qui valent la peine. Le premier, Razor, qui donc a lieu, en fait qui explique les événements qui amènent l'Admiral Kane, donc dans la saison 2, a rencontré le Battlestar Galactica. Donc c'est finalement ce qui s'est passé avec le Pegasus de leur côté, comment ils ont pu survivre. Et donc on voit en fait, donc cet épisode est magnifique, hein. Je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit l'amiral, que ce soit l'officier qui travaille sous ses ordres. Donc tout ça est très 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 bien fait. On montre bien l'urgence des situations et le fait de prendre des décisions très très rapidement en termes de survie, parce que si vous ne les prenez pas, c'est fini. Ça, c'était vraiment vraiment très bien fait. Et ça montre aussi le tempérament de l'amiral Kane et de qui elle était, de pourquoi elle fonctionne. Enfin, il y a toutes les justifications qu'on n'a pas vues dans l'épisode Pegasus, on les voit dans cet épisode. On comprend qui elle est, on comprend pourquoi elle fonctionne, on comprend les raisonnements qui l'amènent à fonctionner comme elle fonctionne. Et que ce soit valable, pas valable, c'est pas tant l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de la comprendre en tant qu'être humain, avec tout ce que cela suppose de problématiques et de... c'est, je veux dire, on a l'impression, en tout cas le show donne l'impression que c'est quelqu'un qui est sans pitié, mais finalement on comprend d'où est-ce qu'elle vient. Et c'était ça le plus important. Et l'autre téléfilm qui vaut la peine, c'est Le Plan, The Plan, donc qui est un téléfilm qui prend part donc juste avant le démarrage de la série et qui explique justement comment les Cylons ont mis en place le plan qui leur permet de détruire la quasi-totalité de l'humanité. Donc ce téléfilm-là, il a été dirigé par James Edward Olmos. Je dois avouer que j'étais aussi très surpris de la qualité de l'épisode en question. Enfin, c'est un épisode original, tout comme Razor est un épisode original aussi également. Il y en a un troisième qui vaut pas tant la peine que ça, donc je ne vais même pas en parler, vous m'en excuserez, mais je pense que ce sont les deux épisodes, en tout cas les deux épisodes originaux, je crois qu'ils doivent être aux alentours d'une heure et demie chacun, qui valent la peine qu'on en parle parce qu'ils sont, en fait, ils montrent des choses humainement qu'on n'avait pas vues dans l'ensemble de la série, et donc c'était important de contextualiser ces éléments-là, quoi. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de Battlestar Galactica, donc désolé pour ceux qui n'apprécient pas trop cette série. Néanmoins, moi en tout cas, je l'ai en tout cas apprécié suffisamment pour vouloir en parler jusqu'au bout. J'ai moins apprécié cette saison, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire que l'accent qui est mis sur les aspects religieux m'a pas vraiment plu. Je pense qu'il y avait des conflits intérieurs, en effet, qui valaient la peine qu'on mette l'accent sur ces conflits, justement, pour que on ait quelque chose qui arrive à une fin, je dirais, qui ait plus de sens, parce que là on est juste dans le sentiment religieux, dans les anges, les anges ont-ils un sexe presque, j'ai envie de dire, on est presque là-dedans quoi, et c'est beaucoup moins intéressant que, en tout cas, les 3 premières saisons où il y a clairement une exploration de l'âme humaine collective et individuelle. Voilà, donc j'espère que vous aurez, d'une manière ou d'une autre, pu apprécier le fait que j'aille jusqu'au bout des thématiques qui sont développées dans Battlestar Galactica, donc le remake des années 2000, sachant que il faut savoir qu'il y a en chantier le fait de faire une série supplémentaire, donc dans les années qui viennent. En tout cas, c'est en écriture en ce moment, il faut le savoir. Donc, on croise les doigts en espérant que la qualité qui a d'ores et déjà été mise en place, en tout cas dans ces 4 saisons, enfin dans les 3 premières, on retrouve
au moins l'équivalent, si ce n'est mieux, dans qui va prendre la suite. Alors a priori, ça sera pas du tout la même histoire qui sera racontée. C'est aussi, enfin, les éléments que j'ai sur la série en question. Vous avez quelqu'un un showrunner très connu qui travaille dessus, en tout cas sur l'écriture, avec d'autres scénaristes depuis 1 ou 2 années là, si ce n'est plus. Donc, comme je vous dis, on croise les doigts en espérant que tout ça donne un sacré résultat. Donc, voilà. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Cybiopod. Au revoir.